Et Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour à tous. Je vous présente Terence Held, si vous ne le connaissez déjà, qui a déjà participé à de nombreux webinaires avec nous. Écoutez, je vous remercie tout d'abord d'être aussi nombreux à vous être inscrits pour le dernier webinaire de notre saison 2025-2026. Donc, je vous rappelle rapidement donc le thème du webinaire. En gestion patrimoniale, les épargnants, ils ont deux soucis généralement. Le premier, c'est de valoriser leur capital pour réaliser un investissement à un moment où ils en auront besoin. Le deuxième, c'est de disposer d'un capital qui crée des revenus. Et ces revenus, en fait, par exemple, ils permettront de compléter le train de vie de l'épargnant, par exemple, au moment où il part à la retraite. Donc, on a toujours cette dichotomie valorisation du capital, création des revenus. On a beaucoup, au cours des webinaires précédents, on a parlé pas mal de valorisation du capital, on a parlé d'assurance vie, on a parlé de private equity, qui sont des produits qui ont vocation à se valoriser dans le temps. Et aujourd'hui, pour le dernier webinaire de notre saison, on a décidé de faire le point sur les placements qui rapportent. Donc plutôt des compléments de revenus. Et pour illustrer ça, on s'est dit, ah ben, on va essayer de faire en sorte de générer 2 000 € de revenus par mois euh, et voir quels sont les moyens et quel est le capital nécessaire pour arriver à cet objectif de créer 2 000 € de revenus par mois. C'est le thème de notre webinaire de ce soir. Alors, je vous rappelle juste les règles du jeu de nos webinaires, qui sont maintenant assez traditionnelles. La première, c'est que nous avons enregistré le webinaire, donc ça nous permettra de vous envoyer un replay, et ça nous permettra aussi de vous envoyer les supports de présentation que vous verrez défiler tout au long de notre événement. Et la deuxième chose, c'est que on va essayer de se fixer une limite de 45 minutes à 50 minutes pour dérouler les différents items du webinaire, de manière à ce que vous puissiez ensuite nous poser des questions au travers de la fonction questions-réponses du logiciel Zoom. Donc, on répondra plutôt aux questions à la fin pour pas que le déroulement de l'événement soit trop haché. Allez, on peut peut-être commencer, non? Maintenant qu'on Allez, on a c'est fixé les parti. règles du jeu. Alors, c'est parti, Terence. Alors, juste en introduction, souvent on commence ces webinaires sur la distribution de revenus en mettant en évidence le fait que on ne peut pas gagner beaucoup d'argent en finance quand on ne prend pas beaucoup de risques. Là, on a décidé d'introduire cet item au travers d'une autre question, c'est qu'est-ce que ça signifie d'obtenir 2 000 € par mois? Alors c'est assez simple et assez enfantin, hein, mais si vous voulez obtenir 2 000 € chaque mois et que vous avez un capital de 800 000 €, il faudra que vous ayez un rendement de 3%. Si vous avez un capital de 480 000 €, c'est-à-dire que vous en avez beaucoup moins, euh, vous aurez besoin d'avoir un rendement de 5%. Après 600 000 €, je me suis trompé, ça ne doit pas être 4%, hein, ça doit être 6%. Donc vous voyez que... Non, c'est bon. C'est bon. Ouais, Ah bah oui, c'est bon, ouais. excusez-moi. Je m'étais emmêlé les pinceaux. Donc vous voyez quand même que la notion de rendement est très importante par rapport à un placement qui doit distribuer des revenus. Hein. Il faut que vous visiez des placements qui rapportent. Sinon, vous allez être obligé d'entamer votre capital pour pouvoir avoir accès à des revenus importants. Mais évidemment, plus vous allez avoir comme objectif d'avoir un rendement élevé pour maximiser vos revenus, plus vous allez être contraint de prendre des risques. Donc, ce qui est compliqué en gestion de patrimoine, c'est de trouver le bon équilibre entre le risque que vous êtes capable de supporter et le montant que vous pouvez investir. Et globalement, dites-vous bien que quand vous êtes accosté par des porteurs de bonnes paroles qui vous disent vous allez pouvoir gagner sans risque 8 à 10% par an, en investissant dans la crypto ou dans les parkings ou dans des vaches, hein, on a trouvé ça aussi, ça ce sont des bonimenteurs. On ne gagne pas 8 à 10% sans prendre beaucoup de risques. Et beaucoup de risques, ça veut dire qu'on peut tout perdre. Donc on va toujours avoir cette notion de rendement, risque tout au long de notre webinaire et à chaque fois, on vous exposera les risques qu'on encourt quand on souhaite à capter plus de rendement. Ça, c'était l'introduction. Donc, les objectifs de ce webinaire, l'objectif, c'est de sélectionner
des placements financiers, immobiliers, non cotés, hein, on en reparlera, qui ont vocation à distribuer des revenus. On essaiera, comme je viens de le dire précédemment, d'analyser le risque sous-jacent et ses solutions qu'on va évaluer. Et on va surtout faire en sorte de vous proposer des solutions accessibles aux Français de l'étranger et qui se situent en France ou en Europe. Donc, pour les Français qui résident à l'étranger, notre objectif, c'est de présenter plutôt des placements qui sont accessibles au Luxembourg et en France. C'est les deux places les plus communément utilisées par les Français qui résident à l'étranger. La France, parce que bah, c'est votre pays de nationalité. Le Luxembourg, parce que, on en reparlera rapidement, mais c'est un pays qui, pour déplacements internationaux, présente beaucoup d'avantages. Alors, les thèmes qu'on va aborder, ben, je vous l'ai dit, hein, on va commencer par les placements financiers, cotés. Ensuite, on attaquera les placements immobiliers et on terminera par les placements non cotés. Alors, comme ça a l'air très simple, mais on va voir qu'il y a beaucoup de solutions qui sont accessibles au travers de ces trois thèmes. Alors, le premier thème, les placements financiers. Pourquoi les placements financiers sont intéressants pour générer des revenus et 2 000 euros de revenus par mois? Parce qu'ils sont flexibles, hein, vous pouvez changer d'avis, vous pouvez changer la composition de votre capital au fur et à mesure que le temps passe. Ils sont liquides, c'est la contrepartie d'ailleurs de cette flexibilité, c'est-à-dire que si vous souhaitez vendre votre capital, vous pouvez le faire en tout ou partie. Vous pouvez le réorienter sur d'autres actifs. Et dernière caractéristique des placements financiers, quand on les choisit bien, ben, on peut avoir des placements qui distribuent. Ça tombe bien, c'est le thème de notre webinaire aujourd'hui. Et donc, quand on vit à l'étranger, et l'avantage, c'est que la distance compte pas beaucoup. Je veux dire, quand qu'on réside en France ou qu'on réside à l'étranger, le placement financier, il n'y a pas d'obstacle à constituer son épargne sous forme de placement financier quand on réside à l'étranger. C'est aussi facile que quand on réside en France, avec les contraintes qu'on peut avoir avec certains établissements, mais ça, on y reviendra après. Donc, ce sont des supports qui sont accessibles, qui sont diversifiés et qui sont adaptés aux différents niveaux de risque. Si vous ne voulez pas prendre de risque, il y a des solutions. Vous serez plutôt à 2-3% de rendement, mais il y a des solutions. Et si vous voulez un peu plus de risque, il y a aussi des solutions. Vous pouvez espérer avoir un rendement de 6 à 8% sur votre capital. Alors, on a voulu illustrer ces placements financiers au travers de 4 solutions. La première sont les actions. Alors, c'est un placement un peu iconoclaste parce que normalement, les actions, c'est plutôt pour de la valorisation du capital, pas pour la distribution des revenus. Mais Terence va nous expliquer que, mais si, ça peut aussi être pour distribuer des revenus. Deuxième type de placement financier que Terence va aborder, ce sont les obligations. C'est le placement qui vient à l'esprit le plus facilement quand on cherche à générer des revenus. On va vous proposer une solution un peu moins connue mais qui repose sur des produits structurés. Donc ça, Terence vous expliquera un peu comment ça fonctionne et comment un produit structuré peut distribuer des revenus. Et dernier type de placement qu'on va évoquer, mais on n'y pense pas non plus quand on évoque les revenus et la distribution, mais on va voir qu'avec l'assurance vie, on peut aussi constituer des solutions ayant vocation à distribuer des revenus, y compris pour les Français qui résident à l'étranger. Donc j'en ai trop dit, je vais laisser la parole à Terence, qui va nous parler, comme on l'a dit tout à l'heure, des actions de rendement. C'est ça. Donc justement, l'un des premiers investissements qui est possible pour chercher à se verser des revenus réguliers sont les actions de rendement. Donc traditionnellement, lorsqu'on parle d'actions, on a plutôt à l'esprit d'acheter des actions pour chercher à faire une plus-value sur le prix de l'action. Mais il existe en fait des actions de rendement qui en fait distribuent un dividende tous les ans. Donc ça va être plutôt des grandes entreprises croissantes, très matures, qui ont en fait un bilan financier assez solide et qui peuvent se permettre en fait de reverser une partie des revenus aux actionnaires, donc aux personnes qui détiennent une action. Donc on a mis quelques exemples sur le côté. Donc on voit par exemple de grandes sociétés comme Pfizer, Verizon ou China Mobile qui versent en fait un revenu, un dividende tous les ans qui est variable. Donc en fait celui-là va dépendre de l'année écoulée, des résultats financiers. Donc l'avantage c'est qu'en fait on a la possibilité d'acheter en fait des simples actions pour se verser un dividende beaucoup plus simplement.
Et c'est ce qu'on disait avant, c'est-à-dire que ces actions, elles sont liquides, c'est-à-dire que le capital reste disponible à tout moment. Il y a cette grande flexibilité. Euh, Mais il y a quand même des inconvénients. Donc il faut se dire que ce dividende reste volatile. Euh, Déjà, d'une part, il y a le prix de l'action. Donc c'est-à-dire qu'on reste corrélé au prix de l'action. Si demain l'action s'effondre, on perd une partie du capital. Et également, le dividende, lui, est variable également. Donc ça va dépendre de l'année. C'est pas parce que l'année d'avant, on a eu 7% de distribution que ça sera le cas l'année prochaine. On peut en avoir au même niveau, plus élevé ou moins important, ou carrément aucun en fonction de l'année. Ce qu'il faut faire également attention, ça va être la devise, c'est-à-dire que ces actions, par exemple, on voit que Pfizer, c'est en dollars, China Mobile en yuan, donc la devise va faire évoluer le rendement final. Donc si demain vous êtes dans un autre pays, la conversion est à prendre en compte. Voilà. Sachant que nos auditeurs, ils ont toujours un risque de Ouais, change à partir du moment où ils résident c'est pas dans ça. la zone euro, hein. Mm. Donc après, ça donc Après, même si vous achetiez des actions européennes, vous auriez un risque de change si votre devise quotidienne n'est mm. pas est pas l'euro. Non, mais ce qu'on pourrait ajouter, c'est que bon, Terence a insisté parce qu'il faut être clair que le rendement il n'est pas garanti, mais ce qu'il faut, ces placements sont intéressants parce que ces grandes sociétés comme celles Mm. qu'on vous a mis à l'écran, ce sont des sociétés qui réduisent très rarement leurs dividendes. Ce sont des sociétés, vous voyez, on est sur le secteur des télécoms, sur le secteur de l'énergie, sur les secteurs de la santé. Donc ce sont des secteurs qui sont matures, hein, comme le disait Terence, où globalement on n'est pas comme dans les sociétés qui doivent investir dans l'intelligence artificielle et qui sont obligées de consacrer tout le cash flow qui est généré par leur activité, toute la trésorerie qui est générée par leur activité, pour financer de nouveaux investissements et rester dans la course. Là, on est sur des sociétés qui certes investissent, mais une fois qu'elles ont investi, il leur reste pas mal d'argent à distribuer aux actionnaires. Et elles savent que pour avoir un coût du capital relativement faible pour elles, elles ont intérêt à verser beaucoup de revenus beaucoup de dividendes, pardon. Donc, il y a un risque, hein, si vous avez par exemple les sociétés automobiles européennes, elles versent des dividendes qui sont élevés, il n'est pas du tout sûr qu'ils soient pérennes. Et même, je parierais le contraire. Donc, on vous recommanderait pas d'investir dans ces sociétés-là, mais les actions de rendement telles que celles que vous voyez, hein, mais ça peut être, il peut y en avoir d'autres, hein. Vous avez en France, vous avez Orange, vous avez des sociétés comme Engie qui rapportent du rendement. Et il n'y a pas de raison objective, sauf catastrophe, mais il n'y a pas de raison que ce rendement ait vocation à baisser. Et l'autre avantage de l'action de rendement, certes, Terence a dit si l'action baisse, bah, vous aurez du rendement, mais vous aurez perdu un peu en capital. Mais à contrario, vous pouvez aussi bénéficier de la valorisation éventuelle de l'action sous-jacente. Et sachez que les actions qui, qui versent des dividendes élevés ont la réputation démontrée mathématiquement sur une longue période d'être plus solides que les autres. Donc c'est un C'est placement vrai. qui, on n'y pense pas trop quand on cherche à générer du revenu, mais c'est un placement qui est intéressant. Alors parlez-nous des obligations maintenant, c'est le Ouais, placement bah, le plus traditionnel pour c'est générer des ça. revenus. C'est ce qui vient à l'esprit naturellement, on va dire, quand on cherche à se créer un complément de revenu ou un revenu plus régulier. Donc, à l'inverse des actions où là, on était plutôt, on rentre en capital, là, on est plutôt de l'autre côté, à l'image d'un banquier qui va prêter de l'argent. Donc là, on va plutôt prêter de l'argent à des grandes entreprises ou les États, par exemple, pour apporter un financement. Et en contrepartie, ces entreprises ou alors les États vont reverser un revenu qui va être régulier tous les mois, tous les trimestres ou tous les ans. Après, ce rendement va lui dépendre en fait là de l'inflation surtout et de la politique forcément des banques centrales. Et là encore, on retrouve justement ce risque par rapport aux devises. Parce que notamment, on peut avoir des obligations, par exemple, dans les pays émergents. Là, par exemple, tout à l'heure, on avait parlé de la Chine. Ça peut être également encore le cas. On a ce risque, on va dire, en devise.
On a plusieurs manières d'investir en obligations. La première, c'est celle d'investir en direct, c'est-à-dire un peu comme ce qu'on a vu pour les actions à rendement, d'acheter des obligations par exemple directement de Pfizer ou de grandes entreprises qui ont un besoin de financement. Ou alors, on a la possibilité d'investir dans des fonds qui vont, eux, en fait, investir ou qui vont regrouper en fait des centaines d'obligations. Donc ça va permettre de, bah, c'est ce qu'on va voir juste après, mais de mutualiser le risque et de réduire grandement le risque euh, en investissement dans un fonds qui va avoir des centaines d'obligations. Euh, Comme on sait qu'il y a beaucoup bah, aujourd'hui des Français qui résident à l'étranger, euh, on aime bien faire un petit point justement sur le Luxembourg, car c'est un placement qui, ça vous permet en fait d'investir dans des comptes titres ou des assurances vie qui sont beaucoup plus adaptés pour vous, parce que fiscalement, elles vont s'adapter à votre pays de résidence fiscale. Donc si aujourd'hui vous êtes dans un pays fiscalement plus avantageux que la France, donc il y a de grandes chances, eh bien vous avez la possibilité d'investir directement au Luxembourg pour faire des placements dans des actions à rendement, dans des obligations. C'est simplement que le ticket d'entrée est souvent d'au moins 100 000 euros. Alors, on a oublié un petit peu les ETF, donc c'est une Oui, c'est alternative ça. à l'investissement en OPCVM. Comment ça fonctionne un ETF? Si vous voulez un C'est quoi ETF, un il va ETF? simplement répliquer un indice de référence. Donc, par exemple, on a des indices, là, par exemple, là, je prends un ETF du style, pour que ça soit parlant, le CAC 40, qui va simplement répliquer le cours des 40 plus grandes sociétés françaises. De même, on va avoir des ETF d'obligations d'État, par exemple, qui vont répliquer le cours Enfin, qui vont de... répliquer des indices, en C'est fait. ça, ils Des vont indices répliquer ces composés des indices. principales C'est ça, obligations exactement. mondiales, européennes, en Voilà. fonction de ce qu'on choisit. Voilà, donc on parle beaucoup d'ETF en ce moment parce que les frais vont être un peu moins, beaucoup moins importants que, par exemple, sur des OPCVM. À l'inverse, en fait, ils vont répliquer entièrement les indices, donc entièrement à la hausse comme à la baisse. Donc, on a ces trois moyens d'investir. Soit on achète l'indice, soit on achète un portefeuille d'obligations qui a été sélectionné par un gérant qu'on va rémunérer pour ça, C'est ça, soit on les achète tout seul. c'est ça. Alors, qu'est-ce que vous nous conseillez? Oui, voilà, donc là, c'est un peu ce que je disais juste avant. En passant justement par des fonds comme soit les ETF ou alors les OPCVM, ça va nous permettre en fait de mutualiser le risque et d'investir non pas dans une seule obligation, mais dans des centaines. Donc en fait, même si demain, en investissant dans un fonds, on a une obligation par exemple qui fait défaut, et ben, la performance va être peu ou très peu impactée. Donc c'est ça le gros avantage. On va en fait déléguer la gestion à des professionnels. Donc ça va être des sociétés qui font que ça, qui sont spécialisées justement dans l'investissement en obligations, qui vont sélectionner des entreprises qui sont stables, qui ont un coupon, on va dire, régulier, qui ont un bilan, on va dire, ou un financier cohérent et stable. Et donc là, on a des exemples justement de fonds qui investissent dans ces obligations. Donc on va avoir des fonds comme PIMCO, ASG, Tikeo ou IVO avec leurs spécificités. Par exemple, IVO va lui être spécialisé dans les dettes d'entreprises émergentes. Donc, et on voit qu'on va avoir des rendements de l'ordre de 5 à 6% en fonction de l'objectif à chaque fois du fonds. Là, on voit que Pinko, lui, il a un objectif de distribution de 7% à peu près, ce qu'il est prêt justement à prendre des risques un peu plus importants. Et ça va dépendre du profil financier de chacun. En fait, Euh, PIMCO, c'est un fonds international, donc il va aller ouais. il va être assez opportuniste pour aller où c'est le plus intéressant. ASG Dynamic Income, c'est un fonds qui investit sur les obligations américaines. Tikeo Subfin, c'est un fonds qui investit sur des actions, des obligations émises par des banques. Et IVO Fixed Income, c'est un fonds qui investit sur des obligations émergentes. Donc on est quand même avec une recherche de rendement, hein. Et c'est pas les placements les moins risqués du marché, mais c'est les placements qui vous permettent d'espérer avoir un gain de plus de 5%. Voilà. Et sur les obligations, là, on voit aussi qu'on est sur des rendements qui sont à peu près cohérents par rapport
à ceux qu'on avait vus pour les actions de rendement, hein, C'est curieusement, ça, parce que c'est tout à fait ça. historiquement, ça n'a pas toujours été comme ça. Alors, c'est quoi l'inconvénient d'investir directement dans des obligations? Alors l'inconvénient, c'est qu'on va avoir une liquidité parfois souvent un peu moins importante que en passant par des fonds ou que justement ce qu'on avait pour les actions à rendement. Donc la liquidité va être un peu moins importante et souvent on va avoir des tickets d'entrée beaucoup plus élevés pour investir directement au sein d'une entreprise. Ça va dépendre à chaque fois, mais En général, c'est 100 000 euros, non? ouais, souvent, ouais, souvent, Et souvent. en plus, quand vous achetez une obligation, il faut savoir que vous avez les règles de fonctionnement de l'obligation, elles sont décrites dans un prospectus. Le prospectus, Mm. il fait souvent 200 pages en anglais, Ouais. et c'est pas toujours, et c'est pas de l'anglais courant. Et donc, c'est pas facile pour quelqu'un qui connaît pas bien les obligations d'investir en direct dans les obligations. C'est mieux quand même de confier son argent à un gérant qui ira choisir les obligations qui correspondent le mieux à son objectif. Il y a une chose que je voulais ajouter par rapport à ce qu'a dit Terence, c'est que quand on parle d'ETF, qui est un support qui est assez à la mode, qu'on lit souvent dans la presse financière, les ETF actions, euh, en fait, ils sont très majoritairement sur le long terme, ils rapportent plus que les OPCVM, c'est-à-dire les SICAV, entre guillemets, enfin, c'est tous ces organismes collectifs qui ont pour vocation d'acheter des actions. Pourquoi? Bah parce que quand un gérant d'actions commence l'année, comme il va facturer 2% de frais, mais ces 2% de frais, ben, les ETF, ils ne les facturent pas. Le ETF, vous allez être à 0,10 au maximum. Et on constate que les gérants, ils ont quand même du mal à rattraper, même s'ils sont très bons, ils ont du mal à rattraper ce 1,90 de handicap qu'ils ont au moment où ils commencent l'année, à la fin de l'année. Ils ont pas toujours fait mieux que l'indice de plus de 1,90%. Et sur le long terme, les ETF sont souvent plus intéressants que les placements collectifs en actions, mais j'insiste sur le fait que c'est moins vrai et beaucoup moins vrai en obligations. C'est-à-dire que les fonds que vous voyez là, comme PIMCO, comme Tikeo, IVEO par exemple, nos clients en ont pas mal, c'est des fonds qui sur la durée, ils font mieux que les indices. Même s'il y a des frais qui sont facturés, ils font mieux. Il y a deux raisons à ça. La première, c'est que souvent, enfin, quasiment tout le temps d'ailleurs, les frais sont moins élevés sur les OPCVM obligataires. Et la deuxième raison, c'est aussi que les marchés sont moins liquides. Donc, comme ils sont moins liquides, c'est un peu plus facile d'arriver à battre les indices parce que le prix est pas aussi instantané et aussi vrai que quand on est sur les actions. Voilà. Donc, on vous recommande plutôt d'investir sur les OPCVM obligataires et plutôt ceux que Terence a sélectionnés. Alors maintenant, on va aborder les produits structurés. Oui, Expliquez-nous déjà ce que c'est comme produit structuré et puis après ce que c'est comme produit structuré, comme vous l'avez choisi, qui s'appelle Phoenix. oui. Donc on tenait à faire un petit point sur les produits structurés parce que c'est un produit un peu plus spécifique mais qui plaît beaucoup en ce moment, mais qui va avoir un fonctionnement en fait un peu particulier. C'est-à-dire que c'est un produit qui va fonctionner sous condition. C'est-à-dire que il va être souvent adossé à un indice sous-jacent. Donc et si les conditions sont réunies, il va vous verser en fait un coupon euh, de manière trimestrielle ou annuelle en fonction du produit, qui va vous permettre en fait de toucher un coupon prédéfini à l'avance si les conditions sont réunies. Donc, euh, donc là, pour prendre l'exemple du produit Phoenix justement, donc c'est un produit qui va prendre un sous-jacent par exemple sur les taux. C'est un produit qu'on avait par exemple commercialisé qui était comme sous-jacent donc le CMS 10 ans. Et donc concrètement en fait, si euh, demain le CS 10 ans est à un niveau par exemple en dessous de 2%, eh bien on touche un coupon tous les trimestres de 3,5% par exemple. Et à l'inverse, si les conditions ne sont pas réunies et qu'on est au-dessus, là on ne touche pas ce coupon. Il y a certains produits qui vont être un peu plus spécifiques où le coupon va être mis en mémoire, c'est-à-dire que même si la première année ou la deuxième ou la troisième année, on est au-dessus du seuil et qu'on ne touche pas le coupon, si la quatrième année, on est en dessous du seuil et que les conditions sont réunies et qu'on touche le coupon, il y a un effet de mise en mémoire où l'on va toucher en fait les trois coupons des années précédentes
qu'on avait loupé en quelque sorte. Donc il y a cet effet un peu de rattrapage. Sur certains produits, il y a également un remboursement anticipé qui est possible, souvent au gré de l'émetteur. C'est-à-dire que si les marchés montent, l'émetteur, lui, va avoir parfois intérêt à rappeler le produit. Donc ça, c'est l'un des inconvénients, on va dire. Mais c'est-à-dire que vous allez en fait, par exemple, la première année, toucher votre coupon et vous faire un remboursement. Donc vous aurez donc touché votre coupon, mais à l'inverse, vous aurez récupéré votre capital. Donc on va perdre la source de revenus et on va être obligé de chercher un nouvel investissement, soit de même type ou soit alternatif. Bon, tout ça est un peu compliqué, mais ce que Ouais, vous devez retenir, c'est que un produit structuré, il y en a deux sortes. Il y a les Phoenix et les Athéna, pour schématiser, hein. Les Phoenix, ils ont vocation à distribuer des coupons. Mais cette distribution, elle est conditionnelle. Il faut qu'il y ait une condition qui soit remplie. Par exemple, le produit dont tu avais parlé, Terence, il nécessitait que le taux de référence il soit supérieur, il soit inférieur à 3,1%. Donc, à partir du moment où il est inférieur à 3,1% tous les trimestres, le porteur du produit a droit à un coupon de 2,5%. Voilà un petit peu comment ça fonctionne. Et si le taux de référence devient inférieur à, par exemple, 2,5%, là, le produit, il est remboursé. Et vous n'avez plus la possibilité de toucher le coupon, mais vous récupérez votre capital. C'est des produits qui sont à la mode aujourd'hui parce que les taux sont un peu plus élevés qu'il y a 5-6 ans. Donc, on arrive aujourd'hui, ben, nous, le produit qu'on a construit l'an dernier, il a rapporté à nos clients entre 9 et, où il a vocation à rapporter à nos clients entre 9 et 10%. Donc, c'est des rendements qui sont quand même élevés. Alors, on avait profité d'une période assez exceptionnelle où on pouvait attraper des rendements comme ça. Mais même si on est à 7-8%, même s'ils sont conditionnels, si on calcule bien, on peut attraper du rendement tout en ayant son capital qui est protégé. Voilà, pour schématiser, parce qu'on sait que c'est un peu compliqué, on a sur notre site internet une page produits structurés où on a fait un webinaire de 1 heure avec Elodie Joanneau qui travaille avec nous, spécifiquement sur ce thème des produits structurés, si ça vous intéresse. Alors, le quatrième type de produit qui permet, de placement financier qui permet de générer des revenus, c'est l'assurance vie. voilà, c'est Alors, ça. comment, Ouais. c'est un peu bizarre parce que l'assurance vie, c'est un produit de capitalisation. Comment on fait pour y arriver? Voilà, c'est ça. Donc en fait, l'assurance vie, c'est simplement une enveloppe dans laquelle vous allez déjà pouvoir placer votre capital. Et donc ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que dans cette assurance vie, on va simplement investir votre capital sur les produits qu'on avait vus juste avant. Donc en fait, vous allez placer votre argent qui va lui générer des intérêts. Et euh, l'assurance vie, en fait, c'est un outil qui reste aujourd'hui très flexible. Et avec les contrats aujourd'hui les plus modernes, on a la capacité en fait de mettre en place des rachats programmés, donc qui sont entièrement flexibles. C'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui choisir euh, le montant qu'on veut sortir du contrat et à quelle fréquence, c'est-à-dire tous les mois, tous les trimestres, tous les ans. Donc c'est-à-dire qu'il y a une vraie gestion à mettre en place. Donc c'est-à-dire en fonction du capital que vous avez, des revenus que vous espérez toucher en fonction des supports que vous avez sélectionnés, eh bien, on peut déjà anticiper les gains éventuels que vous allez faire et choisir de les toucher soit tous les mois, soit tous les trimestres ou tous les ans. Et ça permet de faire en fait un complément de revenu automatique qui vient directement sur votre compte. Et en fait, à cela, on ajoute tous les avantages du contrat d'assurance vie en lui-même. C'est-à-dire que le contrat d'assurance vie reste un contrat capitalisant. C'est-à-dire que tant qu'on ne retire pas l'argent, ben, il n'y a aucune fiscalité qui va s'appliquer. Il faut toujours faire attention un peu à votre pays de résidence. Il y a quelques spécificités, notamment le Canada ou les États-Unis, où le contrat d'assurance vie en lui-même n'est pas forcément reconnu et est considéré comme un compte titre, par exemple. Mais globalement, on va dire, pour la majorité des cas, ça reste un contrat capitalisant avec une flexibilité assez importante et avec les avantages notamment également au niveau de la succession. Parce que si je prends le cas français, aujourd'hui, vous avez 152 500 € qui sont totalement exonérés pour tous les versements que vous avez fait avant 70 ans par bénéficiaire. Donc ça permet justement d'anticiper déjà la transmission. Euh, Voilà. ouais, Et de choisir en plus qui est le oui, bénéficiaire du contrat c'est d'assurance ça, vie. Il n'a pas forcément, ça n'a pas forcément besoin d'être la famille très proche. C'est le souscripteur c'est qui ça. choisit.
Donc on vient de comprendre que en fait le contrat d'assurance vie c'est un vrai couteau suisse hein, parce que non seulement c'est un outil de valorisation mais ça peut être aussi si on le construit autrement un outil pour faire des rachats et avoir un complément de revenu. Mais il y a une deuxième option pour avoir des revenus en provenance d'un contrat d'assurance vie. C'est ça. Donc c'est la rente viagère. Donc par exemple, si demain vous avez un contrat, que vous ouvrez un contrat et que vous mettez votre capital, vous avez la possibilité de choisir la rente viagère. C'est-à-dire qu'en fait, vous renoncez à votre capital et qu'en contrepartie, l'assureur vous reverse des revenus, un revenu prédéfini à l'avance tous les mois. Donc ça vous permet en fait d'avoir un revenu stable et garanti pour la retraite. Le gros inconvénient en fait, c'est que vous renoncez à votre capital et donc en fait, il n'y a aucune transmission également aux enfants. Et le revenu, euh, ça dépend à chaque fois en fonction de votre âge et de quand vous le faites, mais peut ne pas être très important. Donc là, on a pris un exemple pour un homme de 70 ans avec un capital de 100 000 euros. On se retrouve avec une rente annuelle environ de 5 300 à 6 500 euros, soit 400 à 500 euros par mois. Donc C'est pas beaucoup. voilà, surtout si on renonce en fait au capital qu'on avait à côté. Mais l'avantage par contre c'est que si on vit comme Jeanne Calment, Oui, eh ben, on là a son ça, revenu jusqu'à la fin de ses jours. c'est Donc ça. ça, c'est un avantage qui n'est pas négligeable. Alors, vous savez bien, la rente viagère, on en parle parce que ça existe, mais c'est assez peu utilisé. Les Français, ils n'aiment pas bien ça. Ils préfèrent toujours la première solution qui est d'organiser des revenus avec les rachats programmés. Bon, mais la rente viagère, même pour les plans d'épargne retraite qui connaissent beaucoup de succès en France, les plans d'épargne retraite, ceux qu'on voit sortir, souvent, c'est des sorties en capital et pas trop des sorties en rente. Le français n'aime pas trop la rente viagère, mais ça existe et ça a des avantages. Et c'est pour ça que Terence voulait nous en parler. Alors, je crois qu'on a un petit peu fait le tour des placements financiers qui génèrent des revenus. Donc, une petite synthèse. Si vous souhaitez vivre uniquement des revenus produits, il faut que vous choisissiez des supports distributifs. Pour choisir des supports distributifs, pour aller vite, il vous faut un compte titre. Et un compte titre, on vous recommande qu'il soit au Luxembourg, mais si vous avez une banque en France, ça peut aussi être un compte titre avec votre banque en France. La fiscalité ne sera pas la même, mais c'est tout à fait possible. Si vous souhaitez compléter les revenus en consommant ou pas progressivement le capital, là, c'est la solution que nous a expliqué Terence. Vous allez faire des rachats programmés sur votre contrat d'assurance vie. Et si voulez avoir un revenu garanti à vie, là, c'est la rente viagère. Donc, vous voyez, vous avez ces trois options. Les deux dernières avec un contrat d'assurance vie et la première avec un compte titre. Je crois qu'on en a fini avec les placements financiers. Et donc, on va attaquer maintenant les placements immobiliers. Donc, l'immobilier, c'est le placement qui sécurise le plus les épargnants parce que c'est du solide, parce que ben, c'est des placements qui permettent de générer des revenus, même quand on habite à l'étranger. On peut, si on trouve des banques consentantes, financer une partie de l'acquisition à crédit. Et donc, on voulait faire un point sur ces placements qui, à la fois, génèrent des revenus réguliers dans un contexte de stabilité patrimoniale. Et on voulait voir un petit peu quel type de véhicule on pouvait sélectionner et ceux qu'on pouvait vous recommander. Donc, les placements immobiliers, pour schématiser, on va dire qu'ils sont de deux sortes. Le placement auquel vous pensez le plus facilement, c'est le placement solide, c'est la pierre. Donc, c'est acheter un immeuble, acheter un appartement en direct. Donc ça, c'est une première thématique. Et la deuxième, sur laquelle s'épanchera plus volontiers Terence tout à l'heure, c'est tout ce qui est ce qu'on appelle la pierre-papier, c'est-à-dire un peu comme quand vous achetez des OPCVM dans des placements collectifs financiers, ben vous allez acheter des placements immobiliers collectifs au travers de ce véhicule qui s'appelle la SCPI. Mais Terence, il va y revenir largement. Alors on commence par l'immobilier en direct classique. Donc celui-là, vous le connaissez. Hein, alors, si vous choisissez un immeuble à vocation locative, il va vous générer des revenus. Ces revenus, ils sont plus ou moins indexés sur l'inflation. On ne va pas rentrer dans les détails des méthodes d'indexation sur l'inflation, mais globalement,
vos loyers ils vont progresser au fur et à mesure que les années passent. En revanche, même si ce sont deux gros avantages, vous avez aussi des contraintes hein, par rapport à l'immobilier locatif dit classique. La première, c'est qu'il faut gérer le locataire. Gérer le locataire, il faut le trouver quand l'appartement est vide, faire visiter l'appartement. Ensuite, il y a toute la fiscalité à gérer. Il y a les coups de téléphone que le locataire peut passer parce que l'eau ne fonctionne pas. Mais enfin bon, vous savez tout ça, c'est des problématiques qui, globalement, quand on réside à l'étranger, font qu'on est obligé de sous-traiter la gestion locative à un agent immobilier, ou en tout cas à un administrateur de biens. Vous pouvez avoir des vacances, vous pouvez avoir des détériorations de votre appartement, vous pouvez avoir des impayés. Donc c'est des contraintes réelles hein, que tous les Français qui résident en France ou qui résident à l'étranger ont. Vous avez des contraintes réglementaires qui sont de plus en plus importantes. Le DPE, hein, vous savez, la classification des appartements en fonction de leur performance énergétique. Vous avez les plafonds de loyer. Alors, c'est pas partout, hein, mais enfin, c'est quand même une contrainte. Vous êtes propriétaire, vous ne pouvez pas fixer librement votre loyer. Alors, déjà, la loi était rigide pour les indexations de loyers, mais maintenant, au-delà de cette rigidité, on a des plafonds dans certaines villes ou oui, dans certaines villes ou dans certaines régions qui font que vous ne pouvez pas dépasser un plafond de loyer, donc ça rajoute de l'administration et ça complique les choses. Et ensuite, il peut y avoir des charges élevées, et notamment il y a une charge à laquelle il faut bien penser avant de s'engager dans l'investissement immobilier, c'est la fiscalité. Parce que la fiscalité des revenus fonciers hein, pour l'investissement immobilier en direct classique, elle est pénalisante. En plus, le rendement net, il va être variable et souvent il est quand même faible compte tenu du risque encouru. En tout cas, nous, c'est un peu notre opinion. Si vous voulez acheter, on aime bien acheter un pied-à-terre à Paris en se disant je vais le louer le temps que peut-être jusqu'à ce que j'en ai besoin. Là, vous allez avoir 3% brut. Hein. Peut-être si vous êtes dans des beaux quartiers parisiens, donc ça ne vous rapporte pas grand-chose. Hein. Par contre, vous pouvez avoir beaucoup plus, hein. Vous pouvez avoir 8%, 10%, et même plus dans certaines villes. Hein. Dans les grandes villes françaises, celles qui viennent toujours en tête du rendement locatif, c'est Saint-Étienne, Limoges ou Mulhouse ou quelques autres. Mais le problème de ces villes-là, c'est que ça fait 20 ans que ce sont celles qui rapportent le plus, et elles rapportent le plus pour une raison, c'est que le marché immobilier, il est difficile. Donc quand votre logement est vide, c'est difficile de le relouer. Ce sont des régions, souvent, des villes souvent où la pauvreté est un peu plus importante que dans les villes où le rendement est plus faible, donc vous avez plus de risques d'impayés. Donc c'est comme tout, hein. Si vous privilégiez la sécurité, et vous privilégiez les villes très bien situées, avec une perspective de valorisation du capital, mais un rendement moindre. Et si vous privilégiez le rendement, vous choisissez des villes où vous avez du rendement, mais vous aurez probablement plus de problèmes dans la gestion et vous aurez surtout une moindre valorisation du capital. Saint-Étienne et Limoges, ça fait, je vous dis, ça fait 20 ou 30 ans que c'est les villes les moins chères de France, hein, dans les grandes agglomérations. Donc, et donc tout ça, il ne faut pas oublier quand on fait un investissement immobilier qu'il y a la fiscalité, il y a les impayés, il y a la vacance, et donc il faut bien tenir compte du fait que vous avez 20 à 30% du revenu brut qui va passer dans des charges quelles qu'elles soient. Donc il faut y penser. Alors, et en plus, l'intérêt, quand on a acheté en 2018 du 2020, c'est qu'on avait des taux d'intérêt qui étaient très faibles. Hein. On pouvait avoir du 1% sur 20 ans en 2020. Aujourd'hui, vous avez du 3,5%. Donc, quand vous avez un rendement net de 3,5 ou 4%, vous ne gagnez plus avec le crédit comme on pouvait gagner avant. Avant, il y avait un effet de levier positif sur l'investissement immobilier. Avec la hausse des taux, c'est beaucoup plus compliqué, sauf à avoir des rendements élevés dans des villes un peu plus compliquées. Donc, c'est ce qu'on voulait vous dire sur l'immobilier classique. Il y a des solutions alternatives, surtout pour les Français qui résident à l'étranger. La première, c'est ce qu'on appelle la location meublée. Donc, la location meublée, en fait, vous allez devenir un peu un investisseur d'un immeuble commercial, même s'il a vocation à être habité. Hein, on va dire que souvent, ça va être des résidences étudiantes.
des résidences de tourisme, des résidences seniors, des résidences médicalisées. On a toute cette gamme d'immeubles qui peuvent être consacrés à l'investissement immobilier. Donc là, le fonctionnement est complètement différent. Vous êtes propriétaire, vous allez signer un bail commercial avec un exploitant, et cet exploitant, c'est lui qui est chargé de valoriser l'exploitation. Hein, donc, par exemple, Pierre et Vacances, hein, a construit son patrimoine sur des immeubles un peu comme ça, où il faisait rentrer des investisseurs particuliers qui achetaient les chambres ou les appartements qui souhaitaient exploiter en tant que résidence de tourisme, et l'investisseur avait un rendement préétabli à l'origine qui était de 4, 5, 6%, ça dépendait des périodes. Donc, l'avantage, bah, c'est que vous n'avez pas de souci de gestion, c'est que vous avez contractualisé votre loyer avec l'exploitant, que vous n'avez pas la même fiscalité que les revenus fonciers, puisque vous avez une fiscalité sous forme de revenus commerciaux, hein, bénéfices industriels et commerciaux, qui vous permettent d'amortir votre bien. Et vous pouvez aussi récupérer la TVA lors de l'acquisition, parce que les loyers qui vont être facturés qui vont être versés par l'exploitant, ces loyers sont eux-mêmes soumis à la TVA. Donc, dans ces conditions-là, vous pouvez récupérer la TVA lors de l'acquisition. Alors, c'est un avantage, hein, et pas un avantage, parce que l'exploitant, il la paye, la TVA. Mais ça vous permet, vous, d'avoir moins à investir au moment où vous achetez. Donc, les points d'attention sur ce type de bien, c'est que bah, le bail commercial, ça vous engage autant que l'exploitant commercial. Ça veut dire que si vous avez décidé, par exemple, de louer votre résidence étudiante au groupe Nexity, par exemple, qui est un des plus gros en France, bah, vous ne pourrez pas expulser Nexity pour donner l'appartement à votre fils. Ça, c'est pas possible. Vous êtes contraint et globalement, quand vous rentrez dans ce type d'exploitation, vous ne récupérerez pas le bien. Il a vocation à être exploité durablement, commercialement. Donc ensuite, il faut faire attention aussi à l'exploitant parce qu'on vous dit votre loyer, il est garanti pendant 9 ans, 12 ans en fonction de la durée du bail. Mais ça suppose que l'exploitant, il soit solvable et qu'il puisse vous payer le loyer auquel il est engagé contractuellement pendant 9 ans ou pendant 12 ans. Ça n'a pas toujours été le cas. Et il y a même souvent des cas où les résidences meublées, les exploitants n'ont pas été capables de payer le loyer. On a parlé de Pierre et Vacances tout à l'heure. À un moment, il a eu des problèmes, hein, après le Covid, et il a dû négocier avec les propriétaires pour résorber son arriéré de loyer. Et puis après, il faut faire attention à l'usage du bien. Alors aujourd'hui, la tendance est de dire qu'il faut privilégier les résidences étudiantes. Pourquoi on dit qu'il faut privilégier les résidences étudiantes? Parce que les résidences de tourisme, c'est moins à la mode depuis Airbnb. Les résidences seniors, on en a construit beaucoup, mais on s'aperçoit que c'est pas si simple à remplir. Les résidences de type EHPAD, ça coûte cher. Donc on privilégie les résidences étudiantes, mais comme vous le voyez aussi, la démographie a fait qu'on n'est pas sûr qu'il y aura autant d'étudiants dans 20 ans qu'aujourd'hui. Donc il faut faire attention avant d'acheter à choisir un immeuble bien placé et qui corresponde à l'usage de l'endroit où vous avez sélectionné votre bien. Donc les rendements, qu'est-ce qu'on peut attendre là-dessus? Donc aujourd'hui sur des programmes neufs, on voit passer en 3,5, ça a un peu monté quand même. On peut espérer avoir du 4 à 5%. 4 à 5% desquels il faudra que vous déduisiez essentiellement la taxe foncière, hein, qui est souvent à la charge du propriétaire. Et puis vous avez quelques charges de propriétaire, mais globalement, vous avez quand même beaucoup moins d'écart entre le revenu net et le revenu brut que sur les immeubles loués classiquement. C'est pour ça que c'est quand même un type d'immeuble qui a du succès aujourd'hui, notamment auprès des Français qui résident à l'étranger. Donc nous, on peut vous accompagner, hein, vous aider à choisir le bon endroit et surtout le bon exploitant. Alors, il y a une troisième possibilité pour louer son appartement, c'est la location saisonnière, ça vous connaissez aussi. Donc, vous savez que Airbnb et Booking permettent maintenant, ou d'autres, hein, permettent maintenant de louer très facilement un appartement, surtout quand il est situé dans une zone touristique. Vous pouvez le gérer directement, vous pouvez aussi le faire maintenant avec des conciergeries. Les métiers se sont largement normés. Donc l'avantage, ben, c'est que ça rapporte, hein. Si vous avez bien choisi votre bien et si vous n'avez pas trop de contraintes
euh, d'urbanisme, en tout cas municipal, bah, c'est quand même des rendements qui sont sympathiques, surtout quand l'activité touristique est pas saisonnalisée. L'avantage pour vous qui résidez à l'étranger aussi, bah, c'est que vous pouvez vous réserver les plages dans l'année qui vous intéressent pour pouvoir y résider vous-même. Euh, voilà, donc après, les inconvénients, ben, vous avez peut-être lu dans la presse que les maires, ils sont pas trop contents, en tout cas dans certaines municipalités, et ils font la chasse au Airbnb, notamment à Paris d'ailleurs, hein, où la réglementation est assez contraignante. Et puis ben, il faut bien gérer cette saisonnalité, hein, parce que si votre appartement il est occupé que 4 à 6 semaines dans l'année, ça risque de pas être très rentable compte tenu des charges qui y sont attachées. Et puis, il faut pas oublier les coûts, hein. Il faut le ménage, la conciergerie, l'entretien, tout ça, ça coûte un peu cher. Et puis après, il faut payer Airbnb ou il faut payer Booking. Donc, tout ça fait que ça peut être intéressant, mais il faut bien faire ses calculs avant. C'est comme tout, hein. C'est comme les deux autres classes d'actifs qu'on a vues précédemment. Donc, on sait que les Français qui résident à l'étranger aiment bien ce type d'investissement. Alors, on en arrive maintenant à la deuxième catégorie d'immobilier, c'est ce qu'on appelle la pierre papier. Donc là, Terence, vous êtes un grand spécialiste de la pierre papier, vous allez pouvoir expliquer à nos auditeurs comment ça fonctionne. Oui, donc bah, sans revenir beaucoup sur les inconvénients, on va dire, d'investir dans l'immobilier en direct, parce que Patrick a beaucoup insisté juste avant dessus, mais en SCPI, en fait, on n'a aucune gestion. C'est-à-dire qu'on va passer par une société de gestion qui va, elle, investir dans un parc immobilier de plusieurs centaines d'immeubles. Et donc, on va simplement acheter de parts de SCPI, donc des sociétés civiles de placement immobilière, qui vont ensuite distribuer un dividende, en fait, une sorte de dividende, un revenu en fonction des parts qu'on a achetées. Donc, en fait, l'avantage, c'est qu'on va déléguer la gestion à une société professionnelle qui va se charger d'investir dans un parc immobilier diversifié, dans des bureaux, des centres commerciaux, des terrains. Donc ça va dépendre de la SCPI et de son dans quoi elle va investir, et donc de mutualiser les risques au niveau des risques géographiques. Donc vous, en tant que non-résident, on va tout le temps même vous conseiller des SCPI européennes qui vont investir donc en Europe entière, en excluant justement la France. Donc ça va avoir l'avantage de ne pas avoir à payer de comment- D'impôt sur le voilà, revenu foncier. exactement. Oui, c'est ça. Donc, et pas de prélèvement à la source également. Donc, euh, donc ça vous permet de ça. Et donc, à la fin, en fait, fiscalement parlant, en investissant dans des SCPI européennes, le revenu net que vous allez toucher à la fin sera beaucoup plus élevé. Parce que Euh, si vous investissiez dans des SCPI qui sont spécialisés sur la France, en fait, on va considérer que c'est comme si vous étiez propriétaire d'un hmm. actif immobilier en France. Et je vous rappelle notamment quand vous ne résidez pas dans l'Union européenne que ça vous rend éligible aux prélèvements sociaux, ce qui est assez désagréable. Donc Voilà. quand vous investissez, surtout quand on ne bénéficie pas des prestations sociales. Donc l'investissement dont parle Terence, ça vous permet en fait de ne pas avoir à payer les prélèvements sociaux puisque Hmm. la fiscalité, elle est uniquement ou quasiment uniquement subie à l'étranger. C'est ça. Voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut espérer gagner avec ça? Alors, les SCPI, il y a eu des problèmes avec certaines Oui. SCPI, notamment en France, mais globalement aujourd'hui, par rapport aux SCPI européennes dont on parle, ça peut rapporter quoi pour les gens qui nous écoutent? Alors aujourd'hui, en fait, bon, il y a ces dernières années, le contexte immobilier était assez difficile, donc les prix ont beaucoup baissé. Donc c'était un contexte propice, on va dire, pour de nouvelles sociétés de gestion qui se sont créées. Donc on va avoir de nouvelles SCPI plus récentes, par exemple, qui aujourd'hui ont pu tirer profit ou partie justement de cette baisse de prix pour acheter des biens avec une décote assez importante. Et ces SCPI aujourd'hui visent en fait un rendement sur le long terme entre 6 et 7%. Donc ça va être des SCPI plus récentes, un peu plus dynamiques. On va avoir à l'inverse d'autres SCPI, beaucoup plus, on va dire, anciennes, comme Immorande de Sofidy, qui existe depuis plus de 40 ans et qui va, elle, en fait, avoir un parc immobilier tellement large, tellement diversifié
qu'en fait, elle a pu traverser cette crise immobilière ces dernières années sans trop de soucis, en continuant à verser un dividende stable, mais qui va être moins important que ces nouvelles SCPI. Donc elle va avoir un rendement plutôt entre 4 et 5%, on va dire. Donc, nos auditeurs aujourd'hui, ce qu'il faut qu'ils se disent, c'est que s'ils veulent prendre un peu de risque, acheter des SCPI qui investissent en Europe, qui sont de création plutôt récente, c'est-à-dire après 2004-2005, on peut espérer avoir plus de 6% de revenus bruts. Ça fait, compte tenu de l'impôt à payer à l'étranger, environ, alors ça c'est avec toutes les réserves, hein, mais environ 5% après impôt. Donc c'est pas mal hein, quand même. En couple rendement risque par rapport à ce qu'on a vu précédemment, c'est pas si mal. Et avec la possibilité de revalorisation des parts, hein, bon après la possibilité Ouais. en sens inverse, elle peut aussi baisser hein, si le patrimoine immobilier se casse la figure, mais on est quand même sur des schémas qui permettent d'avoir un bon couple rendement-risque et de générer du revenu sans jouer au poker. Hein, c'est C'est un ça. petit peu ça l'idée. Alors ça, c'est pour les acquisitions en pleine propriété. Il y a un autre moyen pour acquérir les SCPI et Ouais, avoir c'est beaucoup ça. plus de revenus. Ouais, et donc là, c'est en fait d'acquérir en fait l'usufruit de ces parts de SCPI. Donc par exemple, si aujourd'hui vous avez par exemple un besoin de complément de revenu sur 10 ans, vous avez la possibilité d'acquérir simplement en fait l'usufruit de ces parts de SCPI. Donc en fait, une autre personne va elle avoir la nue propriété. Donc vous aurez l'usufruit et ça vous permet en fait de percevoir 100% des loyers sur cette période-là en contrepartie d'un prix réduit. Parce qu'en fait, vous détenez pas les parts de SCPI. Comme vous ne les détenez pas, vous entrez avec un prix réduit, ce qui vous permet d'avoir 100% des loyers sur une durée prédéfinie, de ne pas avoir d'IFI également. Mais à la fin, on n'a plus rien. Exactement. À la fin, on n'a plus rien, mais on a simplement ces revenus sur la durée. En fait, à l'inverse, celui qui avait la nue propriété, lui, n'avait pas de revenus, mais aura les parts de ces SCPI à la fin. Donc en fait, ça dépend dans quel cas vous êtes. Si vous avez besoin de revenus complémentaires aujourd'hui, il vous faut l'usufruit, par exemple sur 10 ans. Par contre, si vous n'avez pas besoin de revenus complémentaires aujourd'hui, mais que vous savez par exemple que vous allez être à la retraite dans 10 ans et que c'est à ce moment-là que vous aurez besoin de revenus, bah aujourd'hui, achetez la nue propriété pour toucher des revenus dans 10 ans. Ça reste intéressant. Alors les deux solutions sont intéressantes. Alors, en général, l'usufruit temporaire, c'est surtout les sociétés qui le souscrivent parce que l'usufruit, il est amortissable dans les sociétés, donc ça fait un peu baisser la facture fiscale. Mais il y a aussi des souscripteurs qui ont 70 ans, qui se disent, je veux être sûr d'avoir des revenus jusqu'à mes 85 ans et qui vont acheter donc des revenus provenant de SCPI pendant 15 ans. En sélectionnant une SCPI sur laquelle ils ont beaucoup de visibilité. Les deux solutions Ouais. ont leur intérêt. Donc, en tout cas, merci Terence de nous avoir expliqué comment fonctionnait l'usufruit temporaire. On en arrive, donc on a vu les placements immobiliers, les placements financiers, les placements immobiliers. On va voir maintenant les placements alternatifs et notamment les placements non cotés. Donc le placement non coté, ben, c'est tout ce dont on n'a pas parlé jusqu'à présent. Et il bénéficie d'un succès grandissant, d'abord parce qu'ils sont souvent performants. Ensuite, parce qu'il permet de diversifier par rapport à des méthodes d'investissement plus traditionnelles. Et enfin, parce qu'ils offrent des opportunités. Donc, c'est pour ça qu'on voulait consacrer une partie de notre webinaire à ces placements d'un côté. Donc, pour vous qui résidez à l'étranger, ben, ça va vous permettre de diversifier vos placements au-delà des banques que vous pouvez avoir localement, d'accéder à des revenus qui sont souvent supérieurs au placement coté ou au placement immobilier. Mais rappelez-vous ce qu'on a dit au début, souvent quand on a des rendements supérieurs, c'est aussi parce qu'on a aussi du risque. Donc il faut bien analyser le risque, surtout quand on est sur des placements non cotés. Et ensuite, ça vous permet de rester flexible sur la durée d'investissement. On va voir que c'est des placements qui permettent d'avoir des flux de revenus sur des durées assez brèves. Et pour certains épargnants, ça présente des intérêts. Donc, on va commencer par le placement qui marche assez fort en ce moment, c'est ce qu'on appelle des fonds de dette privée. On ne va pas rentrer dans le détail, on a fait un webinaire que vous pouvez retrouver aussi sur notre site internet qui est spécialisé et qui n'est consacré qu'à la dette privée.
Et donc, je ne vais pas refaire le webinaire, mais l'idée, c'est que plutôt que d'acheter des obligations à des sociétés cotées, vous allez devenir le banquier, comme une banque, de sociétés non cotées. Souvent, c'est des sociétés qui ont fait l'objet de ce qu'on appelle des opérations de LBO. Vous savez, c'est les opérations qui sont réalisées par des fonds d'investissement avec beaucoup de dettes. Et cette dette, elle est souscrite par des fonds non cotés. Et vous allez acheter des parts de ces fonds de dette non cotés, de dette privée. Donc là, pareil, vous allez, comme si vous achetiez un OPCVM, vous allez faire appel à une société de gestion qui va gérer un portefeuille de dettes privées, souvent dans des LBO, mais pas que. Vous allez mutualiser votre risque avec de nombreux emprunteurs. Vous allez avoir des revenus qui vont provenir des intérêts qui sont versés par les entreprises dans lesquelles le fonds a investi. Alors, la particularité de ces fonds de dette privée, c'est que souvent les taux sont variables. Ça veut dire par exemple que en 2022, un fonds de dette privée, ça allait rapporter 5-6% parce que les taux étaient à zéro et que la marge prise par le fonds était de 5%, hein, pour schématiser. Aujourd'hui, on va plutôt être à 10 parce que sur le même fonds, parce que peut-être pas 10 mais 8 parce que le coût de l'argent a augmenté de 3%. Et donc le fonds, la rémunération du fonds va s'ajuster parce que les taux ont monté, les taux ils sont variables. Euh, Ensuite, vous avez des distributions régulières. Alors, c'est pas systématique à tous les fonds de dette privée, mais nous, on a identifié des fonds qui permettent de générer des coupons soit annuels, soit semestriels, soit trimestriels. Et donc, vous confiez votre argent à un gérant qui est spécialisé sur ce type de métier. Alors, l'objectif de rendement, il est entre 6 et 8%. On ne va pas rentrer dans les détails parce qu'on en a fait quand même une heure dessus, mais c'est un placement qui à la fois est très attractif parce que vous avez 6 à 8% de rendement pour vous. En tout cas, c'est l'objectif. Mais c'est aussi un placement qui est un peu controversé, notamment aux États-Unis, parce que les investisseurs particuliers qui ont investi dans ces fonds-là aux États-Unis se demandent s'ils n'ont pas pris un peu trop de risques avec, par exemple, l'arrivée de l'intelligence artificielle qui rend obsolète certaines sociétés spécialisées dans le logiciel. Donc tout ça, ça fait un petit peu peur et on a des problèmes de liquidité aux États-Unis. Nous, on considère que c'est un placement qui est intéressant quand on veut générer des revenus sans jouer au poker. Comme tous les placements, il y a un peu de risque, hein. Vous ne pouvez pas avoir 6 à 8% de rendement sans prendre des risques, mais ces risques, ils sont maîtrisables et on considère que c'est des placements qui sont intéressants pour nos clients aujourd'hui. La difficulté pour les Français qui résident à l'étranger, c'est que il faut souvent intervenir avec un compte titre. C'est-à-dire, vous pouvez pas. C'est ça l'intérêt. On n'a pas de solution. Pour l'instant, en tout cas, on n'a pas de solution pour investir directement dans le fonds. Et il faut donc ouvrir un compte titre ou utiliser son compte titre pour pouvoir investir dans le support que vous aurez retenu, le support de dette privée que vous aurez retenu. Donc, ça, c'est une contrainte qu'on n'a pas quand on a des Français qui résident en France. Pour l'instant, après, de temps en temps, on a des opportunités pour pouvoir rentrer directement dans les fonds sans passer par un compte titre. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc nous, on a deux offres actives en ce moment qui ont beaucoup de succès parce que les placements comme ça qui rapportent plus de 5% ou qui ont pour objectif de rapporter plus de 5%, il n'y en a pas énormément quand même, hein. Alors, donc comme je le disais, si on veut rentrer un petit peu dans le détail, ben, vous avez une liquidité qui est limitée parce que vous êtes sur des fonds non cotés, donc on ne sort pas comme ça, c'est un peu compliqué. Et soit vous avez une durée d'investissement qui est de 7 à 8 ans et vous récupérez votre argent au bout de 7 à 8 ans après avoir touché vos coupons, soit vous pouvez vous rentrer sur des fonds qui n'ont pas de durée, mais les possibilités de racheter votre épargne, elles dépendent de la liquidité instantanée du fonds. Donc ça marche ou ça marche pas. Et donc voilà, ce que je vous recommande d'écouter là encore une fois le webinaire sur le sujet.
Mais nous, c'est une thématique d'investissement qu'on recommande à nos clients aujourd'hui, en tout cas pour les sociétés de gestion qui interviennent en Europe. Sur les États-Unis, on est un peu plus prudent. Après, il y a une deuxième type d'obligation de titres non cotés. Plutôt que d'aller acheter des titres de sociétés émis par des sociétés de gestion, vous pouvez acheter aussi des obligations privées en direct. Donc là, on est sur des placements, vous voyez, ça ressemble plus à du crowdfunding qui a connu pas mal de problèmes en France, notamment dans l'immobilier. Mais schématiquement, ça peut fonctionner un peu comme ça, c'est-à-dire que il y a un émetteur qui a besoin d'argent, il a un projet et il va vous proposer de financer ce projet à crédit. euh, et souvent, les montants sont plus modestes que ce qu'on a vu précédemment. On est sur des PME. C'est des PME où vous allez être entre 10 et 100 millions de chiffre d'affaires. Des PME qui se développent rapidement et pour lequel le financement bancaire peut pas être la seule solution. Et le dirigeant d'entreprise considère que pour pas trop diluer son capital, il va faire appel à des financements intermédiaires entre la dette bancaire et les capitaux propres. C'est là où vous intervenez. Et donc, on va se retrouver. Alors, nous, on vous a mis des placements qu'on a proposés à nos clients ces derniers mois ou ces dernières années pour que vous puissiez illustrer. Mais ces placements, ils durent jamais très longtemps, ils se renouvellent. Et donc, par exemple, on avait proposé à nos clients d'investir dans une société qui est l'un des leaders en France de l'énergie solaire, qui s'appelle CVE, qui construit des panneaux solaires, donc, et qui construit aussi des centrales au biogaz. Et on a des placements obligataires qui étaient émis euh, entre 2 et 8 ans, qui étaient amortissables ou qui n'étaient pas amortissables, et qui rapportaient entre 6 et 8%, pour vous donner un ordre d'idée. Donc ces placements-là, on ne les propose pas aujourd'hui, mais on les a proposés dans le passé. Et là, il y a quelques semaines, on a proposé un placement obligataire par une PME parisienne qui fonctionne très bien, qui s'appelle Blanchisserie de Paris, qui avait souscrit un contrat, qui avait contracté avec Accor pour l'accompagner sur la gestion des hôtels à Paris, qui avait besoin de trésorerie pour pouvoir accompagner ce contrat. Et on a proposé l'émission obligataire à nos clients. Et l'avantage, c'est que le crédit était amortissable, qu'il rapportait 8%, qu'il était sous forme d'échéance mensuelle. Donc, tous les mois, vous récupériez une partie du capital que vous aviez prêté. Et ça a eu pas mal de succès. Donc, ça, c'est pour vous donner un ordre d'idée, hein. Et on a un troisième type de placement qu'on a proposé qui est beaucoup plus élitiste, qui s'appelle un bridge loan, qui est proposé par un partenaire qu'on a aux États-Unis, où là, il faut investir 250 000 dollars pour refinancer des dettes bancaires qui ont été émises par des banques américaines. Donc, vous avez des placements là où vous pouvez espérer du 12 à 15%, mais votre risque, il est un peu plus important. Et puis, il n'est pas à la portée de toutes les bourses, hein, parce que 250 000 dollars sur un projet comme ça veut dire qu'il faut quand même que vous ayez une surface patrimoniale de plusieurs millions d'euros pour pouvoir supporter éventuellement des problèmes sur un projet comme celui-là. Donc, vous voyez, on voulait juste pour illustrer, vous montrer que il y a des placements qui ne sont pas publics, qui permettent d'avoir un peu plus de rendement, qui ont aussi un peu plus de risques, et pour lesquels il faut en user très modérément, mais ça vous permet d'avoir des coupons supplémentaires ou des revenus supplémentaires par rapport au capital que vous avez constitué. Donc voilà ce qu'on voulait vous dire sur les placements d'un côté. Donc ça bouge tous les jours, hein, c'est une offre qui est mouvante. On avait fait le même webinaire il y a un peu moins d'un an. On ne parlait pas de ces produits-là. Donc c'est une offre qui est évolutive et qui dépend des conditions de marché du moment où on les propose. Voilà, donc on a dit placement financier, placement immobilier, placement d'un côté. Je crois qu'on a fait le tour de notre webinaire. Terence, dites-nous quelques mots pour ceux qui ne nous connaissent pas du cabinet Maubourg Patrimoine. Oui, donc bon, certains nous connaissent déjà, mais donc le cabinet Maubourg Patrimoine, il existe depuis une quarantaine d'années. Donc nous sommes un cabinet indépendant, donc il est géré par Patrick Pan. Mais donc ce cabinet il est indépendant, c'est-à-dire que pour faire simple, à l'inverse d'une banque classique, on va dire, qui va simplement vous proposer les produits maison, nous on va avoir une approche un peu plus client, c'est-à-dire qu'on va simplement regarder aujourd'hui, par exemple, le contrat qui vous correspond le mieux et regarder parmi les 30, 40 assurés avec lesquels on travaille, celui qui est le plus adapté aujourd'hui à vos objectifs.
Donc, surtout, par exemple, si vous êtes non-résident ou expatrié, parce que justement, le cabinet, lui, depuis 2008, il est un peu euh, on s'est un peu spécialisé justement pour accompagner les Français qui résident à l'étranger. Et ça nous apporte aujourd'hui l'expertise nécessaire pour savoir vers qui se tourner pour quel produit. Parce qu'aujourd'hui, vous le savez peut-être, mais de nombreux produits ne sont pas adaptés ou ne sont pas disponibles pour les expatriés. Donc nous, aujourd'hui, bon, on sait avec qui travailler et comment pour pas qu'il y ait de soucis à l'avenir. Donc après, nous, on est donc conseiller en gestion de patrimoine. Donc on est là simplement pour vous accompagner sur sur votre patrimoine, pour vous conseiller dans sa globalité en fonction de vos objectifs. On est une dizaine dans le cabinet, donc on est plusieurs conseillers comme moi. Il y a également une personne du back-office, une personne qui s'occupe de la santé, une personne qui travaille pour la santé au niveau des sociétés. Il y a également un ingénieur fiscal sur lequel on se repose, qui peut répondre justement quand on a des questions un peu plus spécifiques, notamment au niveau de la fiscalité, ou alors pour étudier justement des conventions fiscales, comme c'est surtout le cas pour accompagner les non-résidents. Donc, Et on a une vraie expertise en placement de ouais. revenus, hein, j'espère que vous en êtes aperçu ce Ouais. soir. Sur l'accompagnement patrimonial, qu'est-ce qu'on peut vous proposer? On va vous proposer d'avoir à la fois une approche globale, mais aussi une approche personnalisée. Ça veut dire que si vous avez un rendez-vous avec Terence, il pourra analyser votre situation personnelle, votre situation familiale, votre patrimoine, et il va définir avec vous vos objectifs à court, à moyen et à long terme, et puis il en déduira les solutions qui correspondent le mieux, la stratégie qui convient d'adopter pour que vous ayez les placements qui correspondent à ce que vous souhaitez. On travaille sur toutes les classes d'actifs, hein. Vous avez vu tout à l'heure qu'on a évoqué les actifs financiers, les actifs immobiliers, le non-coté. Moi, j'ai fait un petit peu de private equity. Avant, j'ai fait un peu enfin un peu, j'en ai fait quand même quelques années. J'ai fait une j'ai participé à la création d'une banque de gestion de fortune qui s'appelle aujourd'hui Natixis Wealth Management. Et puis, bon, bah, les produits classiques, on les maîtrise parfaitement, hein, assurance vie, PER, SFDI. Voilà. Et l'avantage que vous avez à travailler avec un cabinet comme le nôtre, c'est que ben, vous avez un conseiller qui s'occupe de vous, et c'est un conseiller qui va s'occuper de vous dans la durée et qui n'a pas vocation à changer d'agence tous les 3 ans. Et qui a en plus une vraie expertise à l'international. Voilà, donc je crois qu'on a à peu près déroulé tout ce qu'on souhaitait vous dire au moment du webinaire. J'ai vu qu'il y avait une question qui avait été posée. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, c'est le moment. Donc la question, je vais la relire, mais je l'ai vu tout à l'heure. Quelle est la différence au niveau du risque, des frais et du rendement entre obligations au Luxembourg supérieures à 100 000 euros et assurance vie au Luxembourg possibilité que ce soit inférieur à 100 000 euros. Alors, euh, au niveau du risque, c'est à peu près pareil, parce qu'on va travailler sur les mêmes types de supports. Donc, si vous avez un OPCVM obligataire en compte titre, il ne sera pas fondamentalement différent d'un OPCVM obligataire en assurance vie. Peut-être qu'on a un peu plus de choix en compte titre, mais c'est pas sûr. Au niveau des frais, c'est avantage un petit peu au compte titre. Donc globalement, nous, les solutions qu'on propose à nos clients, c'est d'intervenir en compte titre avec une société de gestion. Et cette société de gestion, elle n'a pas besoin d'avoir. On a une banque, mais la banque prend très peu de frais. On n'a pas besoin de banque dépositaire comme une banque au Luxembourg. Et ce que je peux vous dire, c'est que pour des placements qui distribuent des revenus, le compte titre, c'est un peu moins cher. Parce que ouais, c'est moins cher, ça veut dire que vous allez avoir 0,50 à peu près de frais en moins quand vous êtes en compte titre par rapport à des placements en assurance vie. Après, la dernière question que vous avez évoquée, c'est le montant. Alors, nous, la contrainte qu'on a, c'est les 100 000 euros parce que nos partenaires au Luxembourg, c'est leur contrainte. Quand on est en assurance vie, on n'a pas ces contraintes de 100 000 euros, mais on n'a pas les contraintes de 100 000 euros, mais le choix
des supports obligataires est assez limité. On est sur les contrats au Luxembourg. Quand vous êtes sur un contrat au Luxembourg à 80 000 euros, Terence peut en témoigner, le choix des placements obligataires n'est pas illimité. Vous serez un peu plus contraint dans vos choix. Ouais. Mais c'est possible d'ouvrir des assurances vie au Luxembourg avec moins de 100 000 euros. Donc, donc voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question, hein. C'est un peu plus intéressant au niveau des frais. Les placements sont à peu près les mêmes, mais vous aurez moins de choix si vous êtes en assurance vie à moins de 100 000 euros que si vous étiez en compte titre. Deuxième question qui nous est posée, les rentes viagères peuvent-elles être faites pour un couple ou sont-elles mononominatives, c'est-à-dire si à mon nom, ma femme n'aura rien le jour où je meurs. Alors, ça, tout est possible sur les rentes. Enfin, globalement, les rentes sont assez souples, hein. Si vous souhaitez protéger votre conjoint, si vous décédez avant la fin de la période, si vous êtes le premier à décéder, c'est possible. Simplement, il y aura une pension de réversion qui sera versée à votre conjoint, mais tout se calcule. Donc, soit vous aurez moins de rente au début, soit votre conjoint en aura moins après. Mais en tout cas, sachez que sur des rentes viagères, c'est très souple. C'est vous qui choisissez la formule qui correspond le mieux à votre situation. Simplement, ça a un prix. Ensuite, la dernière question, Oui, il y en a plus. qui pour l'instant. Ah oui, c'était Ouais. la même que précédemment. Voilà, je crois qu'il y a une autre question. Ah ben, donc c'était juste pour vous Ouais, remercier. ok. Écoutez, je croit qu'on n'a plus de questions. Terence, c'était le dernier webinaire de notre saison 2025-2026. Merci de m'avoir accompagné pendant toute cette Avec année. plaisir. Donc, je vous rappelle ce qu'on a dit au début du webinaire. On vous enverra un replay, on vous enverra les supports de présentation. Terence, il se tient à votre disposition. Vous allez avoir son agenda pour pouvoir prendre rendez-vous quand vous le souhaitez. Et vous pourrez explorer avec lui toutes les solutions qu'on a évoquées ce soir. Et on vous dira peut-être à l'année prochaine, hein, si on renouvelle cette expérience euh, pour la saison Voilà. 2026-2027. Merci de votre attention, hein. Je vois que vous êtes encore très nombreux et on vous dit à très bientôt. Au Merci à revoir. tous.